monsieur. Vous venez d'inspirer un collab, et qui était sur quel thème? La gouvernance et les nouveaux modes de gouvernance. Et la question posée était? Imaginer de nouveaux modes de gouvernance pour remplacer ceux qui existent actuellement. Et alors? Ils travaillent, donc je n'ai pas le résultat pour l'instant. Moi, j'étais juste censé les inspirer. Et alors, comment vous avez fait pour les inspirer? Je leur ai donné une vision biologique en fait de la gouvernance en leur parlant de ce qui motive chez l'homme les appétits de pouvoir, de ce qui a généré des organisations variées. Je leur ai montré qu'en fait, on reproduit dans notre ère actuelle, qui est le néolithique, des systèmes de gouvernance qui datent du paléolithique, c'est-à-dire un mâle dominant et puis des gens qui obéissent en dessous et des gens soumis, et que donc c'est pour ça qu'il faut chercher autre chose. Je leur ai fait remarquer aussi que ce mode de gouvernance hiérarchique n'est pas général dans le vivant, qu'il y a d'autres systèmes d'organisation. Et donc, et alors pourquoi on est accroché à ce rapport à ces structures hiérarchiques-là, complètement pyramidales, qui aujourd'hui, spécialement ces journées, sont complètement remises en cause, c'est-à-dire qu'on parle d'aller vers des modèles beaucoup plus horizontaux, partagés, dans une reconnaissance des compétences des uns et des autres, dans une notion de partage et d'échange, et non pas de domination. Pourquoi? C'est de la peur? C'est très simple, c'est parce qu'on est génétiquement programmé pour ça. Le système, oui, quand même. On croit qu'on a un libre arbitre, mais c'est pas si vrai que ça. Henri Laborie, un des inspirateurs de cette conférence, avait dit tant qu'on n'aura pas compris que le cerveau est une machine à dominer, il n'y a rien qui changera. Et même si on accepte de plus en plus l'idée que quand même les problèmes de domination sont au cœur de tout, on les néglige. C'est-à-dire que par exemple, on part du principe que quand quelqu'un occupe un poste élevé, il va avoir un comportement plus vertueux. Alors c'est le contraire. Plus on a un poste élevé, plus on a tendance au contraire à avoir des comportements qui ne sont pas sociaux. Et donc on ne pourra avancer que lorsqu'on partira du principe qu'il faut extirper, contrôler, maîtriser les instincts de domination pour faire fonctionner les groupes. On a des exemples qui montrent que ça a marché. Malheureusement, la Boétie a écrit un livre sur la servitude volontaire. On a une extraordinaire habitude et d'aptitude à accepter la domination. On a une aptitude à obéir. Souvenez-vous de l'expérience de Milgram, où on prend des gens pour leur faire subir des tortures à des individus qui répondent mal à des questions, et avec une simple caution d'un type en blouse à côté, on arrive à faire des choses abominables à 80% de la population, parce que nous sommes génétiquement programmés pour obéir, comme par exemple les chiens aussi. Pourquoi est-ce que nous avons domestiqué certaines espèces et pas d'autres? Eh bien, nous n'avons pu domestiquer que les espèces qui sont habituées à vivre dans des rapports de domination, parce que quand on a l'habitude d'être dominant, on a aussi l'habitude de supporter d'être dominé. Vous n'apprivoiserez jamais un lièvre ni un renard. En revanche, vous pouvez apprivoiser un cheval, vous pouvez apprivoiser un loup, parce que ce sont des animaux qui, dans leur patrimoine génétique, ont inscrit la capacité et à dominer et à être dominés. Comment on modifie ça? Parce que c'est modifié. Il me semblerait que les générations qui arrivent, celles qui parlent beaucoup là et qu'on entend et qui se disent assez différentes, refusent ce rapport de domination. Ne serait-ce que dans l'entrée à l'entreprise, par exemple, très concrètement, je veux dire, quand ils arrivent en entreprise, le système hiérarchique très pyramidal ne leur parle pas du tout, plus du tout. Enfin, en même temps, si vous mettez spontanément des jeunes dans un groupe, ils vont reconstituer automatiquement une hiérarchie avec un dominant, des dominés. C'est inhérent. En revanche, on peut trouver que c'est malsain et pas très efficace socialement. C'est d'ailleurs le but de notre colloque aujourd'hui. C'est comment faire en sorte, en sachant que nous avons ces fameux instincts de domination, pour organiser de nouvelles structures. Il y a des exemples. Jean-François Zobrist, dans l'entreprise Favi, a montré qu'on pouvait faire autrement. On a des expériences dans la santé avec les hôpitaux miniatiques qui montrent qu'on peut faire autrement. Il y a plein d'exemples, mais ça suppose de commencer à la base à prendre comme axiome qui est nous allons contrôler, extirper les comportements dominants de notre groupe. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, on peut avancer. Malheureusement, très souvent, on entend dire oui, mais c'est très exagéré, en fait c'est culturel, spontanément, l'homme n'est pas de... Bien sûr que si. Et plus l'homme est primitif, plus il a des instincts de domination puissants. C'est la culture qui, au contraire, permet d'aller contre la domination. Et donc, il faut accepter que nous sommes des machines à dominer, comme le disait Henri Laborie. Une fois qu'on a accepté ça, on peut commencer à construire. Mais comme les gens qui peuvent potentiellement piloter ce changement sont eux-mêmes des dominants. Ils n'ont pas du tout envie de perdre cette domination. Et donc, on le voit très bien dans toutes les expériences d'entreprise, que ça soit la qualité totale, que ça soit l'agilité. Quand vous arrivez à l'échelon, le dernier échelon, ils vous disent « mais non, mais pas moi quand même ». Non, ça c'est bien pour les autres, mais moi je reste où je suis, puis il n'y a pas de cas où je vais remettre en cause mon pouvoir. Et donc, pour arriver à mettre en œuvre des techniques de contrôle de la domination, il faut déjà
qu'il y a un dominant très atypique quelque part qui disent ok, je vais jouer le jeu. Et ces dominants-là, que j'appelle moi des dominants sociaux, c'est-à-dire des dominants qui sont là pour faire donner le meilleur à un groupe et non pas en tirer un bénéfice personnel, sont très très rares. Enfin, très très rares à la tête des organisations. Ouais. Ils sont courants autour de nous, mais ils ont peu de chances d'arriver en haut de la structure, parce que pour arriver en haut de la structure, il faut des instincts de domination et de prédateurs très forts, un sens politique aiguisé, et donc nos systèmes actuellement sélectionnent des dominants, prédateurs, et qui n'ont pas du tout un côté social, et qui, une fois qu'ils sont quelque part, n'ont pas du tout envie que ça change. L'entreprise, par exemple. On a inventé la démocratie pour l'organisation sociale. On a compris que c'était utile de choisir le dominant à partir de la base de la pyramide, contre toute l'organisation qui existait avant. Mais en entreprise, on est encore en mode féodal. Ah, totalement. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que la méthode qui est considérée comme la moins mauvaise au monde d'organisation sociale n'est pas mise en œuvre en entreprise ? C'est extrêmement curieux quand on y pense. On sait pourquoi aussi, on est dans un monde capitaliste et finalement l'entreprise n'est pas là pour servir ses salariés, elle est là pour servir ses actionnaires. Mais même si encore on pouvait être sûr que le patron d'une entreprise est élu par ses actionnaires, mais c'est rarement le cas. Dans le cas d'entreprise, il y a là vous parlez des grosses entreprises et des gros groupes avec une grande hiérarchie. Après, il y a toute la force qui vient aussi des petites entreprises, des micros, des autos. Il n'y a quasiment plus que ça qui fonctionne. Mais effectivement, mais je veux dire, c'est une force qui n'est pas négligeable. Bien sûr. Voilà. En fait, comme je vous le disais, l'organisation sociale hiérarchique n'est pas mauvaise en elle-même. Du coup, la solution, ce serait quoi ? Ce serait des choix personnels au tout départ, un choix de valeur qui viendrait contrer une nature. Je sais, je simplifie énormément. Non, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire des révolutions brutales. Les choses ne peuvent se faire que progressivement. Ah non, mais là, je parle d'individus. Je ne vous parle pas individuellement, ce qu'on peut faire, c'est participer à des regroupements et des réflexions, c'est sortir de sa coquille, c'est éventuellement témoigner d'autres choses. Adhérer à de nouveaux. Il y a plein de nouveaux partis politiques qui sortent et qui ont des idées intéressantes pendant que les autres sont en train de mourir devant nos yeux de façon assez pathétique. Donc c'est investir dans la République, se poser des questions. Il y a des gens par exemple qui défendent l'idée que les députés devraient être tirés au sort et non pas élus. C'est extrêmement simple, ça ne coûte rien. Quand on réfléchit bien, c'est plein de bon sens. C'est-à-dire les jurés qui condamnent les gens à mort dans certains pays, ou en tout cas à la prison à vie en France, sont tirés au sort dans la population, et ça se passe pas bien, ça se passe bien. Par ailleurs, on a comme un nouvel outil qui est apparu, qui est Internet, et qui permet à tout le monde de participer à la vie publique, ce qui était techniquement impossible avant. Et donc il faut mettre en place des systèmes, une sorte de forums qui permettent à chacun de s'exprimer et de décider dans le domaine pour lequel il est compétent, et de choisir autour de lui, dans son entourage, des gens à qui il délègue son propre pouvoir de décision, parce que lui, il s'y connaît en santé, lui, il s'y connaît en finance, et donc moi je suis d'accord que lui participe au débat pour ce conseil. Et donc une espèce de structure en filet, en réseau de la société dans laquelle nous sommes représentés par des gens que nous connaissons. Voilà, c'est une des pistes. C'est une des pistes. Et écoutez, on verra ce que les gens ont mis sur leur post-it en termes de propositions. Merci beaucoup, Monsieur Duplagne.